La réversibilité des liens sociaux est essentielle afin de comprendre les violences qui se déploient en France dans la torpeur du mois d'août 1572. Pour qu'un massacre tel que la Saint-Barthélemy soit possible, il faut qu'une certaine intimité entre tueurs et tués soit mobilisable et déployée dans la mise à mort. Le savoir indigène, l'expertise locale, l'œil du proche expliquent la facilité déconcertante avec laquelle se déroulent les exécutions. Les tueurs sont d'autant plus redoutables qu'ils ne sont pas étrangers au lieu des tueries, d'autant plus retors que, pour les partager, ils savent bien les habitudes de leur proie. Ils sont familiers des lieux où les futures victimes travaillent, connaissent les rues qu'elles empruntent, les coins où elles dorment, ce qu'elles mangent, ce qu'elles aiment, et leur visage bien sûr. À l'été 1572, les liens de voisinage sont des chaînes. Je suis Jérémy Foa et vous écoutez Les Voix de la Saint-Barthélemy, un podcast du musée protestant et Regard protestant. Épisode 5. 100 fois ceux qui sonnent ont sonné. Écoutons le massacre. Tout commence au son du tocsin vers 2 ou 3 heures du matin, la nuit du 23 au 24 août 1572. La rue s'arrache au sommeil, sort chuchotant du silence, les hommes s'habillent en vitesse. Puis ce sont des voix, des cris, des chocs, des femmes qui courent et d'autres qui pleurent. Des slogans sont lancés et repris, les portes claquent, les chiens aboient. On discerne des coups de feu, des corps qui flanchent. Difficile dans ce tohu-bohu d'isoler le signal qui singularise entre tous le massacre de la Saint-Barthélemy. Approchons, plus près, tendons l'oreille. Que fais-tu? Pourquoi t'habilles-tu si prestement? Et où vas-tu avec cet attirail de guerre? L'heure est venue d'obtenir justice contre les mécréants. Depuis trop longtemps, ils nous trompent avec leur prétendue religion. Allez, vous autres, venez, suivez-moi. Il y en a un qui réside juste là, à 2 pas, rue Saint-Germain. Nous sommes à vos ordres. Dites, et par le sang du Christ rédempteur versé sur la croix, nous agirons. Combien êtes-vous, miliciens? 7, armés comme 30, courageux et dévoués. Qu'il en soit ainsi. Sonnez chez Mathurin Lusso et prenez garde qu'il ne nous échappe. On entend une clochette. Mathurin Lusso, orfèvre, est chez lui, rue Saint-Germain, quand il entend tirer la sonnette de sa fenêtre. C'est intriguant, mais chez Lusso, les meurtriers sonnent avant d'entrer. Un reste de bonne habitude. Lusso descend, ouvre et tombe nez à nez avec Thomas Croisier. Repens-toi, Mathurin Lusso, ou meurs pour tous tes péchés. Point de salut pour les hérétiques. Allez-y, vous autres, prenez ces richesses en notant tout. Ah, il m'en faut d'autres, monsieur. Tant d'années de souffrance à vivre parmi ces hérétiques. Enfin, justice se fait. Je vais t'en donner, moi, des huguenots. Je les connais tous. Venez! Olivier de Montaut, le joaillier. Allons chez lui. Vite! Courez, mes amis! Dieu porte nos pas! Un peu plus loin, le joaillier Olivier de Montaut n'entend pas heurter à sa porte, mais sa femme est réveillée. C'est elle qui ouvre aux assassins comme on ouvre aux voisins. Que voulez-vous? Mon mari dort encore. Allez, tuez-les tous! Pas de quartier pour les hérétiques! Nettoyons le peigne jusqu'au dernier! Ce tintement interpelle. Est-il le fruit de l'imagination des témoins ou des narrateurs, dramatisation, simple technique littéraire? Je ne crois pas, tant il fait sens, ou mieux, donne le sens des scènes rapportées. Ces assassins-là sont des proches, des gens bien élevés, des hommes ordinaires. S'il y a si peu de résistance, au fond, c'est que tout débute par une clochette qui tinte et que ce sont des voisins derrière la porte. Maintes fois, les huguenots ont subi les tracasseries de ces hommes, ont dû les suivre aux prisons, se soumettre à leurs interrogatoires et à leurs moqueries. Ainsi s'explique aussi la passivité des protestants au cœur du massacre, 100 fois ceux qui sonnent ont sonné. La Saint-Barthélemy est un événement de proximité, et il faut dire tout ce qui oppose cette thèse à celle d'un massacre aveugle, rendu possible par l'anonymat supposé de la grande ville d'Ancien Régime. Pour Marc Conert, par exemple, la déshumanisation qui peut mener à la violence serait plus difficile à atteindre dans une communauté où les cibles potentielles de la violence déshumanisante sont connues de leurs agresseurs. Avançant à un fameux effet Lucifer, Philippe Zimbardo soutient que l'anonymat et la désindividuation dans un groupe favorisent les comportements violents. Il n'en est rien pour le massacre de la Saint-Barthélemy commis les yeux dans les yeux. Le tintement des clochettes doit rester à l'oreille. Rendons-nous maintenant rue Saint-Denis chez le riche marchand teinturier Pierre Baillet. Là aussi, on vient sonner la clochette de sa maison. Urbaines, les guerres civiles en leur moment paroxystique mettent tous les sens en alerte. C'est guidé par ces seuls sens, précisément en entendant
du bruit dans la rue que Pierre Baillet fait descendre son domestique. Tous les bons bourgeois de Paris en ont. Descendez voir ce que veulent ces gens dehors. Bien, monsieur. C'est une forme de délégation. Afin de préserver son intégrité corporelle, on s'en remet aux yeux et aux oreilles d'une personne de confiance, en l'occurrence un serviteur, un concierge. Ces hommes de seuil acquièrent, lors du massacre, un pouvoir inédit dans leur capacité à maintenir leur maître en vie ou à les dénoncer. Temps d'inversion totale, le massacre est l'occasion d'éprouver la réversibilité ponctuelle des hiérarchies sociales. Les voisins aussi bénéficient d'un pouvoir accru, qui est pouvoir de vie ou de mort. Il y a longtemps qu'on ne voit plus Baillet à la messe. Les victimes ouvrent aux tueurs, par peur, autant que par habitude. Où est Pierre Baillet, ton maître? Là-haut, monsieur. Il dort encore. Eh bien, réveille-le et dis-lui de venir se présenter à nous, à l'instant. Ce n'est pas la première fois que le capitaine ou son lieutenant vient les arrêter, les harceler. On aurait tort de sous-estimer ces habitudes de la persécution, les années antérieures de harcèlement en ce qu'elles ont pu produire de routiniers, car elles conduisent les Huguenots à mal anticiper les tueries. Ils imaginent au pire passer quelques semaines en prison. C'est lassant, à force. Mais on en sort. Croisier, je vous reconnais bien là avec vos manières de petit capitaine. Suivez-nous aux prisons, Pierre Baillet, pour hérésie manifeste. Empoignez-le! Laissez au moins en paix mon épouse et mes 7 enfants. Qu'il ne leur soit fait aucun mal. Je les tiens en grande affection. Leur sort dépendra de votre docilité, Baillet. Conduisez-le à Saint-Magloire. Ma chère femme, prends grand soin de nos enfants. Je serai de retour promptement. Saint-Magloire n'est qu'à quelques pas. J'y ai pour ainsi dire mes habitudes. L'abbaye Saint-Magloire est à 2 pas. C'est un endroit familier pour Pierre Baillet. C'est là qu'on l'enferme en attendant rançon. L'homme est réputé riche et le pillage sur les hérétiques est permis. Ses fils ont l'habitude, ils sont préparés à cette énième raquette. Mais cette fois, quand ils vont chercher, leur père est exécuté sous leurs yeux. Le massacre est poursuite du temps ordinaire par d'autres moyens. Un peu plus loin dans la rue Saint-Denis, retrouvons Pierre Ferré et sa femme Marie Passard. Vous vous souvenez ? C'est elle qui avait été libérée des geôles de la conciergerie à l'été 1569, à condition de terminer sa grossesse chez un parent catholique et de faire baptiser l'enfant à l'église une fois celui-ci mis au monde. Chez Pierre Ferré aussi, on toque à la porte, à la corne de cerf. Le détail avait été pieusement consigné sur un registre d'écrou 3 ans plus tôt. Mon oncle, c'est aujourd'hui que vous et ma tante, qui avez été tant opiniâtres, allez à tous les diables. Écoutons la suite, telle que l'a raconté le mémorialiste protestant Simon Goulard. Et sans respect familial ni excuse quelconque, ils les firent promptement habiller, puis les menèrent à l'abreuvoir Popin. La femme, fort résolue et d'un visage constant, donna son demi-sain d'argent à une buandière qu'elle connaissait en sortant de sa maison. Puis, elle encouragea son mari par les chemins. L'abreuvoir Popin est situé en berge de Seine. C'est là qu'on mène boire les bestiaux. Là, en la vallée de Misère, entre le Pont-au-Change et le Pont-au-Meunier, la boue se mêle au fleuve, les excréments aux ossements. Étant au lieu de leur supplice, ils furent assommés et leurs propres neveux y mirent la main. Puis, on jeta leur corps à l'eau. Contraste frappant entre la déférence de l'adresse « mon oncle » et l'appel au diable, ou la cruauté des coups. Entre la discrète prévenance, on fait s'habiller les victimes, et la violence précédant la noyade. L'ineffaçable blessure d'une ressemblance entre les morts à venir et les vivants qui les précipitent explique l'acharnement avec lequel les coups pleuvent. Et pourquoi ils sont souvent portés au visage des victimes. Le massacre est l'occasion d'enfin faire taire cette troublante similarité en défigurant les Huguenots. La déshumanisation des protestants, d'autant plus nécessaire qu'ils ont les traits d'un oncle ou d'une tante, s'exprime ici par le lieu du supplice. Les Ferrés y sont assommés comme des bêtes. Bien sûr, le récit de Simon Goulard relève de la dénonciation indignée du récit de martyr, en ce sens qu'il accuse la monstruosité d'un crime bafouant jusqu'au lien du sang. Mais il rappelle aussi la mobilisation fréquente des liens sociaux, familiaux ou affectifs lors des tueries. Il n'est pas rare que ces dernières surviennent dans le prolongement de conflits domestiques, de disputes familiales ou de concurrences commerciales. Très vite, les Huguenots pris au piège dans la capitale essaient de s'enfuir. Les massacres ne s'arrêtent pas avec le lever du soleil le 24 août. Voici une autre histoire de famille. François de Caumont a dû rester dans la capitale avec ses fils après le mariage, car son aîné, Arnaud, est malade. Comme de nombreux autres Huguenots, il est logé au faubourg Saint-Germain. Leur oncle sans enfant est parvenu à décamper avec 5 ou 6 hommes armés.
Arrivé au Pré-aux-Clercs, il guette ses neveux dans la foule des fugitifs. En vain. Sous promesse d'une rançon, ils ont été escortés vers Paris, dans la maison du capitaine Martin, qui leur promet la vie sauve. Quand Geoffroy revient sur ses pas à leur recherche, il est trop tard. Le faubourg est saisi de toutes parts et l'endroit du dit logis tout plein d'arquebusiers. François et ses fils restent cachés 2 jours rue des Petits Champs, chez le capitaine, reparti en quête d'argent facile. En son absence, une troupe de soldats fait irruption, menée par Annibal Coconnas, un proche du duc d'Alençon. Coconnas conduit ses victimes près des remparts. C'est à 2 pas. Là, les tueurs attendent leur proie. D'abord l'aîné des enfants, puis le père. Couvert de leur sang, le cadet s'écroule. Comme inspiré du ciel, je m'écrie. Je suis mort. Je suis mort. Impossible énoncé, mot que des rescapés assistant à leur propre destruction peuvent seuls prononcer. Nous connaissons cette histoire car c'est Jacques Comont-Laforce, le rescapé, qui a pu la raconter. Il décrit également comment il fut sauvé. Il faut souligner le rôle récurrent des humbles, concierges, portiers domestiques, dans ces récits de sauvetage d'enfants. En deçà d'une lecture théologique, ce que dit la récurrence de ces petits personnages dans les témoignages, c'est que les acteurs en situation de seuil, spatial ou social, sont plus que les autres en position de sauver. Ainsi, des personnes au contact de 2 univers, domestiques, valets, femmes de chambre, ou de celles en lisière de 2 espaces, portiers, gardiens de porte ou concierges. L'humilité sociale s'accompagne aussi souvent d'une inestimable discrétion. C'est un simple marqueur du jeu de paume, d'abord profiteur de guerre sorti pour piller les cadavres, qui sauve Jacques Comont-Laforce, caché sous les corps de son père et de son frère. Une famille entière encore? Ce sont là de terribles moments que nous vivons. Il porte encore son bas de soie, celui-ci. Mort, il n'en a guère besoin, alors qu'à moi, ce me sera bien utile. Il est si jeune. Hé, vous autres! Celui-ci n'est qu'un pauvre enfant! N'est-ce pas grand dommage? Quel mal pouvait-il avoir fait? Je ne suis pas mort. Je vous prie, sauvez ma vie. Taisez-vous, ne bougez pas. Ils sont encore là. Je reviens quand ils sont partis. C'est bon, levez-vous. Nous sommes seuls. Prenez ce manteau, vous êtes tout nu. Nous avons parlé des victimes. Évoquons aussi leurs bourreaux dans ces jours de massacre. Tous les témoignages nous emmènent inlassablement vers la vallée de Misère. Dans son récit, le célèbre écrivain, protestant, intransigeant, Agrippa d'Aubigné, évoque une maison à l'angle du pont aux Meuniers où les tueurs auraient perpétré leur macabre besogne. Une porte. L'épicentre du massacre devient le seuil entre la vie et la mort. À l'intérieur, 4 tueurs. Nicolas Pezou, qu'on a déjà croisé et qu'on reverra souvent, Thomas Croisier, qu'on ne présente plus, Jehan Dupérier, un avocat colonel dans la milice, réputé pour son intransigeance, Jean Tanchou enfin. La scène décrite par d'Aubigné est probablement fictive, ou plutôt à l'image des gravures de l'époque, elle condense en une seule vue différentes scénettes. Par une entrée ouvrant sur la rue, on fait pénétrer les Huguenots au fur et à mesure de leur arrivée. Ce sont leurs voisins, souvent des miliciens, qui les escortent ici et c'est là leur dernier rendez-vous. Plus bas, une autre porte donne sur le fleuve, au niveau des piles du pont et des moulins. Le bruit est infernal et en cela, il est initiation à l'enfer. Par là, les captifs sont menés sur des planches par où on va au moulin pour les précipiter entre 2 piliers du pont. On le sait, les corps morts des Huguenots ont été traînés puis lancés à la rivière par centaines. Pour les catholiques, le fleuve symbolise l'enfer engloutissant les malsentants de la foi. Les corps lâchés des ponts exemplifient la chute de l'âme pour l'éternité dans une eau punitive. Où sont ces corps? Au niveau de Chaillot, à l'ombre de l'actuelle tour Eiffel, le fleuve se fait plus étroit, imprime un coude là où, au XVIe siècle, venait faire barrage l'île Macrel. Rien d'impossible donc, comme le veut une légende tenace, à ce que les corps jetés depuis le pont aux Meuniers ou le pont au Change et entraînés par le courant se soient arrêtés là. Pour les catholiques, cette dérive des cadavres vers Chaillot est encore un signe divin, puisque c'est là-bas que débouchent les égouts et par eux toutes les eaux usées de Paris. Les Huguenots rejoignent enfin ce que, dans l'imaginaire zélé, ils ont toujours été, des immondices, de la boue. L'eau purificatrice ramène les hérétiques à leur véritable origine,
la fange. Il n'y a rien d'impensable à ce que les fossoyeurs, débordés, aient enterré les cadavres des Huguenots dans de gigantesques fosses communes sur cette île, au plus proche des lieux où le coron les avait déposés. La tour Eiffel serait alors leur involontaire monument funéraire, l'acier d'une grande culpabilité collective. Mais de l'analyse des ossements trouvés sous la tour au moment de creuser ses fondations en 1887, confiée au paléontologue Albert Gaudry, on n'a pu tirer aucune conclusion. Toute cette histoire reste hypothétique, possible mais terriblement fragile. Il n'y a guère à espérer de l'archéologie bartholoméenne, sinon matière à rêve. Les archives, en revanche, nous permettent d'approcher la vie des Parisiennes et des Parisiens pendant les jours de massacre, et les intrigues, tout sauf religieuses, nées dans le chaos ambiant ou résolues grâce à lui. C'est l'horizon du prochain épisode. Vous venez d'écouter Les Voix de la Saint-Barthélemy, un podcast du Musée protestant et Regard protestant. Texte écrit et dit par Jérémy Foa. Adaptation et réalisation Antoine Gouritin. Dialogue Olivier Kéraval. Musique originale Emmanuel Lévy. Prise de son Franck Martin et Emmanuel Lévy. Sound design et mixage Franck Martin. Avec les voix de Arnaud Leridan, Meryl Roche, Wilfried Roche Maestroni, Audrey Rousseau et Emmanuel Lévy. Visuel Fortifem. Un grand merci à Jérémy Kleiss, Martine Grenier, Nicolas Dalens, Delphine Ribouchon, Philippe Hamon, Corentin Lemonnier, Annelise Caron, Émilie Lemonnier, Quentin Sondag. Les Voix de la Saint-Barthélemy est un podcast du Musée protestant et Regard protestant. Adapté du livre Tout ce qui tombe, visage du massacre de la Saint-Barthélemy, publié aux éditions La Découverte. Une version poche avec postface inédite est publiée en septembre 2024. Vous y découvrirez d'autres visages de la Saint-Barthélemy à Paris, mais aussi à Rouen, à Toulouse et à Lyon. Retrouvez les autres épisodes ainsi que les coulisses de la production sur regardprotestant.com, muséeprotestant.org et dans votre application de podcast favorite. La semaine prochaine, dans Les Voix de la Saint-Barthélemy. Arrêtez, vous vous méprenez, je suis un fervent catholique toulousain. Ils disent tous ça pour avoir la vie sauve. Faire catholique ne suffit plus. Prouve que tu n'es pas de la nouvelle opinion. Mais l'affaire n'a rien de religieux. Elle relève de la vendetta. Notons que ces déclarations sont faites à la demande de Maître Godichet, à qui nous octroyons cet acte pour lui servir et valoir ce que de raison.